Née il y a 4,5 milliards d'années, cette Terre est aussi vieille que la planète elle-même. L'Australie n'est pas un monde aussi nouveau qu'on pourrait le croire. Lorsque les Européens ont débarqué ici, ils ont considéré cette île comme un pays jeune, une terre à part. Ils étaient pourtant très loin de la vérité. Et pour en percer le mystère, on trouve des indices dispersés aux quatre coins de cette terre brûlée par le soleil. Je m'appelle Richard Smith et je serai votre guide pour découvrir ce pays surprenant. Pour le scientifique que je suis, chaque pierre a une histoire et chaque animal porte en lui le récit d'un combat épique pour la survie de son espèce. Je vous propose un fabuleux voyage à travers le temps sur la plus grande île du monde. Le meilleur endroit qui soit pour mieux comprendre notre planète. De tous les continents, celui qui a conservé le plus de traces de la grande épopée de l'évolution de la vie, c'est celui-ci. Car ici, il suffit de monter en voiture pour remonter jusqu'à l'aube des temps. Jusqu'à présent, nous avons vu dans notre voyage à travers l'histoire de l'Australie la formation de la planète Terre, la naissance d'un supercontinent, l'apparition de la vie et la conquête des surfaces émergées. Mais c'est seulement alors que nous roulons à toute vitesse vers le monde moderne que se dessine enfin le visage de l'Australie que nous connaissons. Voici comment une île-continent s'est retrouvée isolée du reste du monde. Et comment la vie à bord de cette arche à la dérive s'est adaptée aux transformations du paysage. Mais notre route n'est pas de tout repos. Il y a 65 millions d'années, notre planète plonge dans l'obscurité. L'ère des dinosaures prend brusquement fin. Le Paléogène, il y a entre 65 et 23 millions d'années. Au premier jour du Paléogène, lorsque le ciel commence enfin à s'éclaircir, les grandes forêts du Crétacé ont disparu. Mais la vie sur Terre est tenace. Dans ce monde nouveau, les fougères foisonnent. Elles colonisent ce qu'il reste des forêts d'Australie, d'Antarctique et de Nouvelle-Zélande. À la suite des fougères, un arbre australien fait un retour remarqué dans ce monde post-apocalyptique. Voici sa graine microscopique retrouvée fossilisée parmi des spores de fougères, juste au-dessus de la couche de débris de météorites qui correspond aux derniers jours des dinosaures. Tel un bon gros géant, c'est un arbre dont on ne se débarrasse pas facilement. Il s'agit du pin huon.
Chaque branche qui tombe à terre est susceptible de donner un nouvel arbre. C'est ainsi que tous les arbres de cette forêt enchevêtrée sont les clones d'un seul pin huon. Le pin huon n'est pas uniquement un des derniers survivants australiens du Gondwana. Ce serait également un des plus vieux organismes vivants d'Australie. Il pousse sur les versants froids, venteux et humides du mont Reid, en Tasmanie, depuis plus de 10 000 ans. Avec le retour de la lumière, la vie reprend ses droits sur Terre. Des barrières de corail se forment sous les tropiques. Et de nouvelles plantes, des plantes à fleurs, annoncent l'arrivée d'un monde neuf. L'Inde et la Nouvelle-Zélande se sont déjà détachés. Et c'est maintenant au tour de l'Antarctique et de l'Australie de se dissocier. Tout d'abord, un gigantesque rift se creuse, puis s'élargit, séparant ce qui va devenir l'Australie de l'Antarctique. Ce qui n'était à l'origine qu'un filet d'eau finit par inonder le rift, donnant naissance à un nouvel océan entre les deux terres qui s'éloignent. Seule la Tasmanie résiste, maintenant le lien entre les blocs antarctiques et australiens. Bien que le bloc australien se trouve encore en grande partie dans le cercle antarctique, le climat n'y est pas polaire, mais doux, grâce à un accroissement soudain des gaz à effet de serre qui a culminé il y a 55 millions d'années. Dans cette atmosphère moite, les forêts de conifères qui dominaient à l'époque des dinosaures disparaissent au profit de forêts humides de feuillus. Certains de ces arbres poussent toujours ici, en Tasmanie. Voici les feuilles d'un arbre caractéristique du Gondwana, le Notophagus, une sorte de hêtre. Aujourd'hui encore, on trouve des Notophagus en Australie continentale, en Amérique du Sud et même en Antarctique sous forme fossilisée. Il nous rappelle l'époque où la Tasmanie unissait les deux frères du Gondwana. À l'époque, on pouvait marcher de l'Australie à l'Amérique du Sud, en passant par la Tasmanie et l'Antarctique, sans jamais quitter l'ombre de l'immense forêt gondwanienne. C'est en suivant cette autoroute verte que les premiers marsupiaux ont quitté les forêts sud-américaines pour pénétrer sur le sol australien. Les marsupiaux, des mammifères dotés d'une poche abdominale pour porter leurs petits, dominent aujourd'hui l'Australie. Leurs ancêtres, semblables à de petits rongeurs, ont trouvé ce nouveau monde très à leur goût. Mais les marsupiaux ne sont alors pas les seuls mammifères d'Australie, ni même les premiers. Ils cohabitent avec les monotrèmes, de drôles d'animaux à poils qui pondent des œufs, héritage de leurs lointains ancêtres reptiles. Seuls deux types de monotrèmes subsistent aujourd'hui, l'ornithorynque et les échidnés, et ils sont tous deux très particuliers. Mais il existe des rescapés de l'ère mésozoïque encore plus proches des reptiles que les échidnés.
et ils vivent toujours dans les forêts de leurs ancêtres. Un type de dinosaure à plumes a survécu à l'extinction. Aujourd'hui, on le classe parmi les oiseaux coureurs. Mais si vous vous retrouvez face à face avec un casoar, le lien de parenté vous sautera aux yeux. Cette jungle est extrêmement ancienne, 10 fois plus que l'Amazonie. C'est même sans doute la plus vieille forêt tropicale humide du monde. Elle s'étend sur moins d'1% du territoire australien. Difficile de croire qu'il y a des millions d'années, le pays habité le plus aride du monde était entièrement recouvert de forêts d'une luxuriance inimaginable. Mais tout cela change quand la Tasmanie se détache enfin de l'Antarctique, il y a 30 à 40 millions d'années. Libérée de ses dernières attaches, l'Australie s'éloigne du reste du monde. Quand l'Australie, mais aussi la Patagonie à la pointe de l'Amérique du Sud, se sont détachés de l'Antarctique, des courants froids ont encerclé le continent austral pour la toute première fois, scellant ainsi son destin. Cerné par les courants glacés, l'Antarctique et toute sa faune se figent sous la glace. L'Australie, chargée à ras-bord de réfugiés du Gondwana, glisse vers les tropiques, véritable arche de vie à la dérive sur l'océan. L'Australie est une terre ancienne et plate, mais elle s'est beaucoup déplacée. L'île commence son voyage vers le nord à la vitesse éclair de 12 cm par an. Un record pour un continent à la dérive. Et en dérivant, l'île s'assèche. Cela n'est pas simplement dû à son arrivée sous des climats plus chauds. La glaciation de l'Antarctique a emprisonné quasiment toute l'eau douce de la Terre, causant un gigantesque bouleversement biologique. Désormais isolées du reste du monde, la faune et la flore australienne commencent à développer leurs spécificités. C'est en effet pendant le Néogène que l'Australie acquiert son identité. À l'origine, Riversley était une forêt luxuriante, tempérée, en permanence humide, sans variation saisonnière. On la considère donc comme un berceau de la nature. C'est là que sont apparus les premiers phalangés renards, les premiers possums à queue annelée, les premiers koalas. Tous ces animaux qu'on considère aujourd'hui comme typiquement australiens viennent de ces forêts ancestrales. Mais il y a 15 millions d'années, les forêts tropicales commencent à se résorber. Plus le continent se rapproche de l'équateur, plus de nouvelles plantes à fleurs apparaissent sur l'ensemble du territoire. Parmi elles, une famille en particulier s'impose. Les herbacées.
Pour la première fois, de vastes étendues d'herbe envahissent le continent, prêtes à être broutées. Quand on songe à l'Australie, un herbivore bondissant vient tout de suite à l'esprit. Le kangourou est le mammifère le plus emblématique de l'Australie. Il s'est adapté à tous les milieux, de la canopée des forêts tropicales humides aux déserts les plus arides. Et c'est le seul grand mammifère à bondir. Pour se déplacer, il n'y a sans doute pas de moyen plus économe en énergie que le bond. Ce type de locomotion permet aux kangourous de parcourir de grandes distances. C'est dans la jungle humide du nord du Queensland que l'on trouve l'animal qui s'apparente le plus au kangourou originel. Le voilà, le rat musqué kangourou. Bonjour. C'est le membre le plus primitif de la famille des kangourous et un véritable fossile vivant. La première chose qu'on remarque chez cette femelle, c'est sa façon de se déplacer. J'aurais beau l'observer longtemps chercher sa nourriture, elle ne sautera pas. Chez le kangourou, le saut est venu plus tard. Grâce à l'évolution de l'os de leurs talons, et désormais descendus des arbres, les premiers kangourous sont prêts à faire un grand bond en avant. L'histoire de l'évolution des kangourous suit de près l'assèchement progressif du continent. Il n'y a pas que les animaux qui évoluent. La végétation se transforme également. Les anciennes forêts du Gondwana se réduisent inexorablement et se cantonnent désormais aux zones humides du littoral. Elles sont remplacées par des arbres typiquement australiens. Les eucalyptus. Voici un arbre qu'on a envie de serrer dans ses bras. Centurion est le plus grand eucalyptus d'Australie et la plus grande plante à fleurs du monde. Cet imposant Eucalyptus regnans, mesuré récemment au laser, fait plus de 100 mètres de haut. Seul un conifère, le séquoia à feuilles d'if, le dépasse, d'1 mètre à peine. Les eucalyptus dominent aujourd'hui la végétation australienne, avec plus de 600 espèces présentes dans tout le pays. Ils ont su s'adapter aux conditions les plus hostiles de l'Australie. Ils sont indifférents à la sécheresse et résistent aux inondations qui s'ensuivent. Ils tiennent bon sous les chutes de neige. Et après la morsure du feu, ils repartent de plus belle. Ces arbres adorent les terres brûlées par le soleil. Cela tombe bien. Il y a 5 millions d'années, le désert envahit le centre de l'Australie. Désormais encerclés par une mer de sable et de spinifex, les derniers vestiges de la jungle ne subsistent plus que près des points d'eau et au fond des canyons humides. C'est l'avènement de l'Australie aride et du Quaternaire.
Période qui a commencé il y a 2,6 millions d'années et qui se poursuit toujours. Le lent dessèchement du continent pousse les kangourous à descendre des arbres et à se dresser sur leurs pattes arrière. En remontant vers le nord, l'Australie bloque les masses d'air humides venant de l'ouest. C'est ce qui fait qu'un primate se tiendra bientôt debout dans les plaines d'Afrique. Mais les changements sont loin d'être finis. Voici venue la période glaciaire. Si l'Australie échappe à l'épaisse couche de glace qui recouvre tout l'hémisphère nord, elle est en revanche touchée par l'assèchement général et l'appauvrissement de la végétation qui en résulte. Ce changement a également un impact sur la faune, comme on peut le voir dans les grottes de Naracoorte, au sud de l'Australie. Le paléontologue Gavin Prideaux va me faire découvrir les animaux de grande taille qui vivaient en Australie pendant la période glaciaire. La grotte fossilifère est par là. En 1939, une équipe de scientifiques spéléologues s'est faufilée jusqu'aux entrailles de la Terre, plus loin qu'il ne semblait raisonnablement possible. Voilà le fameux passage. On va se faufiler là-dessous? Tout à fait. Vous plaisantez? Non. Mettez votre casque en biais dans la partie la plus étroite et poussez sur vos doigts de pied pour avancer. Dire que certains trouvent ça amusant. C'est super étroit. Ça doit l'être si on aime se sentir pris en sandwich dans la roche. On y est. Très bien, parfait. La plupart des mammifères qui ont atterri dans ces grottes n'en sont jamais ressortis. Nous y voici. La mégafaune, ce sont des animaux géants. De gros animaux qui vivaient il y a 1 million d'années. Comme le diprotodon, qui faisait la taille d'un rhinocéros et pesait 2,5 tonnes. Les diprotodons, les plus gros marsupiaux de tous les temps, cohabitent alors avec les plus gros kangourous de tous les temps. Le Procoptodon Goliath mesurait plus de 2 mètres de haut. Les animaux de grande taille ont un métabolisme plus lent. Ils peuvent donc survivre en se contentant de plantes moins nutritives. Et c'est ce type de végétation qui a prédominé en Australie, à mesure que le pays s'asséchait. Et plus les herbivores grossissent, plus les carnivores grossissent. Le premier mammifère placentaire a fait son apparition quelque part sur la côte nord. Il n'est pas arrivé par les airs comme la chauve-souris, ou à la nage comme le rat. Non, ce mammifère a sûrement débarqué d'un bateau. La première fois qu'un homme a foulé le sol australien, c'était quelque part entre ici et le Kimberley et la terre d'Arnhem dans le territoire du Nord. Ces hommes venaient du soleil couchant de l'Indonésie au nord-ouest. Et c'était il y a extrêmement longtemps. Les techniques modernes permettent aujourd'hui de dater l'arrivée des premiers hommes en Australie. Le maître du temps, Richard Roberts, reconstitue les premières pages de l'histoire humaine en lisant dans les grains de sable avec une lumière laser. En utilisant les techniques les plus avancées, nous avons déterminé que l'homme est arrivé en Australie il y a 50 ou 60 000 ans. L'arrivée s'est faite au nord, soit par Kakadu, soit par le Kimberley. Ce qui est certain, c'est que les premiers hommes ont débarqué sur une côte désolée et inhospitalière.
Une fois entrés dans la mangrove, ils ont trouvé un monde à nul autre pareil. Des tortues gigantesques avec des cornes de vache. Il y avait un oiseau coureur géant appelé le géniornis. Des wombats et des kangourous énormes, des échidnés et des koalas géants. 60 espèces de procoptodons. Et des varans 5 fois plus gros qu'un dragon de Komodo. L'Australie est alors une terre d'abondance. Partis des plages tropicales du nord, les premiers hommes descendent rapidement vers le sud. En suivant le littoral et en remontant les cours d'eau qui s'enfoncent dans les terres, ils atteignent le cœur du continent. Quelques milliers d'années à peine après leur arrivée, des hommes campent déjà sur les rives du lac Mungo, à l'extrémité occidentale de la Nouvelle-Galles du Sud. Vas-y, c'est bon. Os numéro 5. Le sol argileux de ce lac préhistorique n'a pas fini de livrer ses secrets. Des restes de chair animale rôtis dans les dunes. Des fragments d'outils en pierre. Autant de vestiges qui, pour l'archéologue Nicolas Stern, évoquent des temps anciens, des changements climatiques et des paysages oubliés. Je m'intéresse tout particulièrement aux déchets de la vie quotidienne. Ils témoignent de l'histoire de l'installation de l'homme sur le continent. Les vestiges de feu retrouvés aux abords du lac Mungo permettent d'imaginer un lac grouillant de poissons, bordé de végétation et attirant une faune variée. Un lac qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les animaux géants de la mégafaune avaient déjà disparu du continent. Cette coïncidence laisse à penser que l'homme n'est pas étranger à cette disparition, même si aucun élément concret n'est pour l'instant venu étayer cette hypothèse controversée. Certains expliquent l'extinction de la mégafaune par les cycles glaciaires. Mais les fossiles retrouvés sur le site de Naracoorte semblent indiquer le contraire. La population de ces mammifères a fluctué en fonction des cycles glaciaires et interglaciaires. Mais aucune espèce n'a disparu avant l'arrivée de l'homme. Quelle qu'ait été la cause de l'extinction de ces géants, la dernière phase glaciaire et la sécheresse qui s'en est suivie ont rendu extrêmement difficile la vie des hommes qui y ont survécu. Au plus fort de la glaciation, il y a 20 000 ans, l'Australie devient de plus en plus aride. Les hommes de Mungo abandonnent le lac qui s'assèche et partent à la recherche de nouveaux terrains de chasse. Mais ces premiers Australiens n'ont pas laissé derrière eux que des traces de pas. Les grottes de la côte du Kimberley regorgent de peintures qui témoignent de l'évolution culturelle de l'homme depuis, estime-t-on, la dernière période glaciaire. Depuis l'arrivée des premiers hommes, l'histoire de l'Australie ne se lit plus uniquement dans la roche, mais aussi dessus. Des pierres polies par le frottement d'innombrables corps et des œuvres d'art dignes des meilleures galeries. Ces œuvres nous donnent de précieuses indications sur l'adaptation de l'homme au changement climatique. On distingue plusieurs styles de peinture sur la paroi des cavernes. Les plus anciennes représentent des silhouettes minces et élancées.
les aborigènes d'Australie ont été les témoins de véritables bouleversements. Ils ont vu des hommes marcher jusqu'en Tasmanie. Ils ont assisté aux dernières éruptions volcaniques du pays. Et ils ont vécu l'arrivée des Européens. En 1770, après avoir échoué sur un récif corallien, le navigateur James Cook grimpe au sommet de Lizard Island. Il découvre alors que son navire est prisonnier d'un labyrinthe de corail, un dédale de plus de 3000 récifs et îles qui longe la côte sur plus de 2000 km. La grande barrière de corail australienne est sans doute le plus grand récif qui ait jamais existé. Quand James Cook est monté jusqu'ici, ce n'était pas pour admirer la vue, mais pour trouver une sortie pour son navire. Si James Cook était venu à peine 10 000 ans plus tôt, il n'aurait vu aucun récif. De la côte à l'horizon, il n'aurait eu sous les yeux que des terres asséchées. La barrière de corail n'existait pas encore. Au plus fort de la glaciation, le niveau des mers baisse de plus de 100 mètres. Les anciens récifs se retrouvent émergés. Là où nagent aujourd'hui les requins, les aborigènes marchaient. Et ils chassaient le kangourou sur des coteaux qui sont aujourd'hui submergés. Avec la fin de la glaciation et le début du dégel, le niveau des mers remonte. Les larves de coraux reprennent possession des fonds marins. La grande barrière de corail, si imposante qu'on peut la voir de l'espace, n'a finalement fait son apparition qu'assez tard sur la scène australienne. Tout comme nous. L'ascension de James Cook au sommet de Lizard Island est en quelque sorte un tournant qui a marqué le début de l'histoire moderne de l'Australie. Car c'est d'ici que James Cook a trouvé le moyen de retourner en Angleterre, ouvrant la voie au monde moderne. L'Anthropocène, l'âge de l'homme, une période qui va d'aujourd'hui jusqu'à... Cela a été un choc comparable à la collision de deux continents. Le long isolement de l'Australie a brusquement pris fin. Le temps d'un clignement d'œil géologique, l'homme a altéré cette île à tout jamais. Nous avons déboisé et cultivé la terre, sacrifiant par là même des forêts préhistoriques et des sols anciens. Le monde entier a débarqué sur nos talons. Des animaux, des plantes, des nuisibles. Et presque tout ce qui vivait ici a disparu. Cette armoire, Richard, c'est l'armoire des catastrophes. Regardez ça. Elle est remplie de mammifères disparus. Là, c'est un rat kangourou du désert qui a été vu pour la dernière fois en 1931 au centre de l'Australie. Quel magnifique pelage. Et admirez la teinte plus foncée en dessous. Ça, ce sont des potoruplatiops disparus depuis 1875. Là, un bandicoot à pied de porc, vu pour la dernière fois en 1906. Voici les dernières images du thylacine, animal aujourd'hui disparu.
C'était le plus grand marsupial carnivore à avoir survécu jusqu'à notre époque. Le thylacine a été persécuté sous prétexte qu'il tuait les moutons. Or, on sait aujourd'hui que 80% des moutons qui disparaissaient étaient en réalité volés par des prisonniers. Ce que ce film ne montre pas, c'est le moment où, poussé à bout, le thylacine a ouvert son impressionnante mâchoire pour mordre les fesses du caméraman. En Australie, la plupart des marsupiaux sont menacés d'extinction. Cette extinction s'apparente à celle de la mégafaune il y a 50 000 ans. Elle est d'une ampleur semblable aux grandes extinctions préhistoriques. Tout comme les poussières cosmiques de la fin des dinosaures, notre signature radioactive est désormais inscrite de manière indélébile dans la pierre. Elle constitue la marque de l'âge de l'homme. Nous sommes devenus une force puissante de la nature, égale au moins à toutes les formes de vie qui nous ont précédés. Il ne faut pas sous-estimer l'influence de la vie sur le destin de la planète. Après tout, c'est une bactérie préhistorique, sous la forme de stromatolites, qui a créé les immenses gisements de minerais de fer de l'Australie. Et c'est nous, les humains, qui envoyons des montagnes de ces minerais à l'autre bout du monde. Chaque année, l'homme déplace plus de pierres et de terre que les rivières et les glaciers n'en charrient vers la mer. Et nous sommes bien partis pour brûler chaque année autant d'énergie que la Terre en libère sous forme de chaleur. Ce faisant, nous altérons la chimie de notre précieuse atmosphère et de nos océans. Et les extinctions massives du passé montrent que ce n'est pas sans danger. L'homme a beau dominer la Terre pour le moment, au final ce sera toujours la planète qui l'emportera. Rien de ce que nous connaissons du paysage australien moderne ne résistera à l'épreuve du temps géologique. Un jour, tout ceci aura disparu. Les hommes, les bâtiments, sans doute même la roche-mère. Il ne restera de nous que ce qui sera inscrit dans les roches qui se recyclent à l'infini et dans les gènes des organismes vivants qui se succèdent sur la route du temps. La vie a toujours accompagné l'histoire du continent australien. Les premières formes de vie sont apparues dans l'eau aux abords des côtes, puis elles sont montées sur la terre ferme. Aujourd'hui, 4,5 milliards d'années plus tard, nous avons rejoint l'aventure. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais grâce à des GPS très perfectionnés, nous savons précisément où le continent se dirige. Chaque année, l'Australie et tout ce qui s'y trouve avancent de l'équivalent de mon index dans cette direction, vers l'hémisphère nord. Un jour, l'Australie franchira l'équateur, comme elle l'a déjà fait il y a 500 millions d'années. Elle fera à nouveau partie d'un supercontinent, quelque part dans le Pacifique Nord. Le défi à relever pour la race humaine, dans cet instant géologique qui est le sien, est de trouver un chemin qui n'oblitère pas son avenir, ni celui des plantes et des animaux qui l'entourent.
C'est ce que l'époque actuelle a de remarquable. Pour la première fois de l'histoire, il y a sur ce continent voyageur une espèce à qui il appartient de faire un choix.